Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la clinique du droit des affaires. Découvrez des échanges authentiques et spontanés entre étudiants et maîtres en la matière. Maître Rebstock, bonjour. Je vous remercie pour votre participation à ce 14e épisode du podcast Le Goût des Maîtres. Je vais commencer par la question traditionnelle de chacun de nos entretiens. Maître, quels sont vos maîtres ? Alors, je suppose que je ne vais pas être d'une très grande originalité. C'est évidemment celui qui m'a ouvert les portes de la profession, les portes de son cabinet, c'est-à-dire Alain Mola, avocat aixois que beaucoup encore, j'espère, connaissent, même si malheureusement il n'exerce plus. Il est mon maître parce qu'il m'a appris, je ne viens pas du tout d'un milieu juridique de juriste, j'avais une vraie passion, j'aurai toujours une vraie passion pour ce métier et je l'ai découvert avec lui. Il m'a appris d'abord la rigueur. Et je le dis d'autant plus volontiers que lorsqu'on est pénaliste, on renvoie souvent l'image plutôt du plaideur désordonné que de l'homme rigoureux. Et l'on dit, ou peut-être on ne dit plus, mais on disait encore à mon époque à l'université que finalement le droit pénal, est-ce vraiment du droit ? Bien sûr que c'est du droit et c'est de la rigueur, donc il m'a appris la rigueur. Et puis il m'a appris à côté de la rigueur une forme de sensibilité, ou en tout cas il m'a appris à l'exprimer, cette sensibilité. Lorsque l'on plaide notamment, c'est aussi l'expression d'une sensibilité, d'une humanité, d'un humanisme. Il faut trouver les mots, il faut trouver la forme et il faut mettre de la rigueur dans cette expression. Voilà. Donc ça reste bien sûr et ça restera jusqu'au bout de ma vie professionnelle et au-delà, celui qui est mon maître et qui m'a initié à l'exercice professionnel. Vous avez aujourd'hui plusieurs décennies d'années de barre. Vous avez l'occasion de voir la profession évoluer. À ce titre, faisons une petite rétrospection. Si aujourd'hui vous étiez étudiant en droit, pourquoi ne feriez-vous pas le métier d'avocat ? Je n'envisage même pas de répondre à la question. Je ne peux pas imaginer ne pas faire le métier d'avocat. Voilà. Alors j'entends que sans doute avec un peu plus de 30 ans de recul, on devrait parler des métiers d'avocat. Et sans que, bien sûr, mon propos soit péjoratif, j'ai pour ma part chevillé au corps charnellement, comme dirait le garde des Sceaux et notre confrère Éric Dupond-Moretti, mais j'ai chevillé au corps charnellement la défense des femmes et des hommes, et donc j'ai cette passion pour la matière pénale. Mais je comprends qu'on ait une passion pour le droit fiscal, pour le droit public, pour le droit de la famille. Cette variété de droits m'amène à dire il y a des métiers d'avocat, parce que nous ne l'exerçons pas de la même manière. Mais je ne peux pas imaginer un instant trouver une réponse à votre question. Et bien sûr que si on a une passion et une envie pour ce métier, on doit le faire et on réussira, bien sûr. Merci à vous. Durant ces plusieurs années de barre, vous avez participé à un grand nombre d'affaires. Au-delà de leur potentiel caractère médiatique ou non, quelle a été l'affaire qui vous a le plus marqué sur un plan humain ? Alors, je vais peut-être prendre, elle a été médiatique. À l'époque, elle aurait dû le rester par les enseignements que nous aurions dû en tirer. C'est l'affaire dite de la profanation du cimetière juif de Carpentras en mai 1990. Je n'étais pas encore avocat. Mais il se trouve que cette affaire, l'enquête a été très longue et que c'est jeune avocat encore en 1995 ou 96 que j'ai été désigné pour assurer la défense de l'un des auteurs de cette profanation et c'est intéressant, celui grâce auquel le procès a pu se tenir, puisque c'est celui qui a révélé la réalité, la vérité de ce qui s'était passé et le nom de ceux qui avaient participé avec lui à cette action. C'est une affaire qui m'a marqué parce qu'elle avait pour moi, par rapport à mon histoire personnelle, un retentissement particulier et au fond je me retrouvais à plaider pour évidemment celui qui était montré du doigt sur quelque chose de stigmatisant, de l'antisémitisme, cet acte inqualifiable dans un cimetière, l'émotion que cela avait suscité et je devais gérer tout cela, une histoire personnelle, des émotions, des convictions, à l'opposé de cet acte, je n'ai même pas besoin de le dire, bien sûr, et j'ai compris ce que c'était qu'être avocat complètement, c'est-à-dire au fond, se retrouver à répondre à la question, est-ce que ça je le défendrai ? Est-ce qu'on peut tout défendre ?
Voilà. Alors, j'ai pas défendu un antisémite parce que par l'histoire aussi personnelle finalement de ce jeune homme, j'ai découvert quelqu'un qui n'était pas à la hauteur, je mets hauteur entre guillemets, de son crime, et je mets crime entre guillemets, ça n'était qu'un délit aussi marquant soit-il. Mais ça m'a permis de répondre à beaucoup de questions. Comment je me situe personnellement, comment j'assume la défense que je dois finalement développer par rapport, une fois encore, à mes convictions personnelles, à mon histoire personnelle, comment j'éclaire la personnalité de cet individu finalement assez falot et pourtant mis en lumière de manière très crue, évidemment par une affaire qui avait eu, pour plusieurs raisons, le retentissement que nous connaissions à l'époque. Voilà, ça c'est une affaire qui m'a effectivement beaucoup marqué. Au travers de ces nombreuses affaires, vous avez l'occasion évidemment de participer à un grand nombre d'audiences. Auriez-vous une anecdote d'audience à nous raconter ? Oh, plus qu'une, mais je vais peut-être en choisir une, que je prends d'ailleurs toujours comme exemple à l'école des avocats, lorsque je parle de l'audience criminelle et lorsqu'on me demande est-ce qu'il faut préparer celui que l'on défend, est-ce qu'on doit presque lui souffler les mots qu'il devra prononcer à l'issue du procès, puisque comme vous le savez, à l'issue du procès criminel, une fois que l'avocat a plaidé, le dernier mot est à l'accusé. Je défendais un Portugais qui était accusé d'une quarantaine de viols, de vols. Il reconnaissait d'ailleurs, sans difficulté, il reconnaissait tout, et donc c'était assez reposant pour moi à cet égard. Et je me suis échiné pendant 1 heure ou 1 heure et demie à plaider pour lui éviter finalement la période de sûreté, puisque c'était en 1994 que le nouveau code pénal à l'époque venait d'entrer en vigueur, et notamment la période de sûreté. Et donc lorsque je me rassois, cet homme se lève et avec son accent portugais très prononcé, il va regarder la cour et il va dire, voyez, je reconnais tout ce que j'ai fait, à la prison j'entretiens bien mon corps, j'ai fait les sports et quand je sortirai, je vais bien sûr recommencer tout ça. Voilà. Et là, je me suis dit définitivement qu'il ne fallait rien préparer, rien attendre. La parole est libre, y compris pour l'accusé en fin de procès. Merci pour cette anecdote. Vous êtes, avec d'autres, une référence dans le monde des plaideurs. Je me permets une question. Pour vous, qu'est-ce que bien plaider ? Oh, ce serait présomptueux de ma part de penser apporter la bonne réponse. Il y a plusieurs manières de plaider. Et j'allais dire, heureusement qu'il y a plusieurs manières de plaider. Il y a quelque chose qui doit être commun à tous. C'est d'abord construire une plaidoirie. Plaider, c'est pas parler. On n'est pas sur le coin d'une table ou au comptoir du bistrot. Ça veut dire un effort dans le vocabulaire, dans la forme. La forme est importante, elle est le support de ce qu'on va exprimer. Et puis c'est construire, c'est-à-dire avoir un point de départ et un point d'arrivée. C'est-à-dire je veux démontrer quelque chose. Et donc, même pour un petit dossier, le danger c'est le petit dossier, c'est celui où je me dis, ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans et plus que je fais ce métier, c'est un petit vol, il y a 4 feuilles qui se courent après, je trouverai toujours à dire 4 mots qui intéresseront ou qui amuseront le tribunal, et puis ça fera l'affaire. Ça c'est une erreur fondamentale. Voilà. Même un petit dossier. Et je repense à cet instant à mon maître que j'évoquais tout à l'heure, que je voyais parfois s'enfermer 1 heure pour préparer ce que je considérais moi-même déjà jeune avocat comme un petit dossier, mais le préparer. Donc la première chose, c'est construire quelque chose. La deuxième chose, c'est trouver les mots justes. On a la chance d'avoir une langue qui est riche, et souvent, en tout cas de plus en plus souvent, ce que je regrette, c'est que je n'entends pas venir le mot juste. Voilà, être dans un mot juste et dans un langage qui est accessible. Voilà, on s'adresse à un public, et surtout en matière pénale et surtout en matière criminelle, qui n'est pas forcément, évidemment, un public de juristes. Et donc, il y a un effort de pédagogie. Et le vocabulaire, les mots choisis, doivent permettre d'exprimer peut-être simplement des idées claires, des convictions claires. Voilà. Le but, c'est convaincre. Plaider, c'est convaincre. Et je dis souvent aux élèves avocats que j'ai la chance et le plaisir de former depuis des années maintenant. Finalement, tous les jours, on plaide.
qu'est-ce qu'on va voir ce soir au cinéma, de quoi a-t-on envie pour dîner. Il faut convaincre la personne avec laquelle on vit de ce que notre choix est le meilleur, on plaide. Donc vous voyez qu'on argumente et on essaie de trouver les mots pour convaincre, les gestes aussi, plaider c'est tout un corps qui plaide en réalité, c'est en cela que la plaidoirie est effectivement un exercice passionnant et complet. Donc comme on l'a vu au travers de votre réponse, le droit est intimement lié à l'oralité. Depuis quelques années, certains le regrettent, d'autres non. Le droit est de plus en plus lié à l'écrit. Dans ce sens, je me permets une question. Auriez-vous un livre à recommander? Un livre que tout étudiant en droit devrait avoir lu? Alors je vais dire sûrement pas un livre de droit. Parce que finalement, dans la continuité de mon propos précédent, de la question précédente, j'entends beaucoup de très bons techniciens du droit. Chez les jeunes confrères, j'entends d'excellents juristes. La règle de droit est connue, elle est maîtrisée, elle est comprise, elle est bien utilisée. Mais il va peut-être parfois manquer ce petit plus, ce supplément d'âme. Voilà. Et c'est peut-être une timidité à ne pas utiliser sa culture générale, ce qu'on appelait la culture générale. Aujourd'hui, ça se perd un peu, parce que peu à peu, on supprime les épreuves de culture générale. Le juriste doit avoir une culture juridique, le médecin une culture médicale. Non, je pense que la culture générale, cette espèce de savoir un peu universel, évidemment, tout cela étant devant rester raisonnable, mais c'est ce supplément d'âme, voilà. Et le droit doit être porté par ce supplément d'âme. Donc, absolument lire, bien sûr, et lire autre chose qu'un livre de droit. Cela, nous les lisons, bien sûr, par les études que nous faisons. Merci. Nous avons déjà beaucoup discuté. Comme pour chaque intervenant, si je vous laisse une tribune libre pour parler d'un sujet, juridique ou non, qui vous tient à cœur, quel serait votre message à destination d'étudiants en droit qui sont nos auditeurs? Je vais continuer, vous voyez, finalement, logiquement, dans la suite de la question et de mon propos précédent, les mots. Voilà, je suis un homme fasciné par le pouvoir des mots. Je pense que les mots ont une force extraordinaire. On a la chance d'avoir une langue qui dit tout, avec subtilité, avec finesse, avec élégance, avec violence. La violence est parfois nécessaire. Et donc, je suis passionné par les mots. Voilà. Donc, je pourrais parler des heures des mots. Et c'est pour ça que je dis, il faut lire, il faut écouter. C'est une musique, la langue. Et d'ailleurs, on le constate quand on écoute parfois de l'opéra ou d'autres musiques dans une langue que l'on ne comprend pas. On est sensible à une musicalité. Voilà. Et c'est très bien de connaître la règle de droit, c'est très bien de connaître le droit, il faut le transmettre, et c'est souvent le support musical des mots et ce moyen de transmission du message que l'on veut faire passer. Nous allons terminer avec notre dernière question. Aujourd'hui, quels sont les confrères, ou plus largement les personnes, juristes ou non, qui vous inspirent ? Alors je ne vais pas me défiler à cette question, mais je ne nommerai personne. Pourquoi je ne nommerai personne? Parce qu'en réalité, j'ai au cours de ma carrière rencontré des avocats dont le nom peut-être n'est connu de personne et qui m'ont beaucoup ému par leur plaidoirie. Je pense que c'est la rencontre d'un moment, d'un procès, d'un dossier, d'une émotion, d'un moment personnel. L'avocat met beaucoup de lui-même dans son exercice professionnel. Et donc, je ne citerai pas de nom, mais j'ai en mémoire des confrères qui, par leur plaidoirie, leur manière de défendre, leur gestuelle à l'audience, m'ont profondément marqué. Alors je dirais, il faut observer. Il ne faut pas hésiter, lorsqu'on est avocat, à prendre le temps d'écouter et de regarder les autres dans leur propre exercice professionnel. On ne cesse d'apprendre. Et lorsque j'ai la chance, ou lorsque je m'offre le temps de rester à une audience où je n'ai plus de raison professionnelle d'être, je le fais régulièrement parce que je m'enrichis, je m'instruis à regarder, une fois encore, des avocats dont le nom ne dirait peut-être rien à ceux qui nous écoutent, mais en tout cas, il faut vraiment être observateur et recevoir constamment cet enseignement des autres. Merci maître pour toutes ces réponses. Je vous en prie, merci. C'était Le Goût des maîtres, le podcast de la clinique du droit des affaires.